Bonjour à vous tous. Alors, merci d'être venus si nombreux pour cette activité sur Google Earth Engine. Alors, tout ce que je voulais souligner, c'est que l'activité se passe dans le cadre du programme CRSNG français, donc CREATE, que nous avons au cartel avec beaucoup d'autres partenaires universitaires, donc incluant l'Université Laval, l'Université du Nouveau-Brunswick. Ensuite, il y a l'INRS, il y a le CRIM aussi, plus beaucoup d'autres partenaires au niveau industriel, au niveau gouvernemental. Alors, donc, je ne vais pas citer de noms pour ne pas en oublier parce que c'est quand même un projet important. Et l'objectif principal de ce projet, c'est de renforcer surtout la formation des étudiants au doctorat, des étudiants à la maîtrise, des postdocs, ainsi de suite. Donc, bref, la formation du personnel hautement qualifié. Alors, donc, c'est ça l'objectif principal. Alors, donc, nous commençons aujourd'hui avec cette première activité sur Google Earth Engine. Alors, je sais que c'est une activité qui a été souhaitée et voulue par beaucoup d'entre vous. Alors, aujourd'hui, c'est la partie introductive, donc c'est sous forme de webinaire qui va durer à peu près 1 heure de temps. Mais par la suite, les vrais ateliers vont pouvoir suivre. Alors, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, plus tard, Nicolas pourra vous expliquer comment tout cela va marcher, mais donc sans trop tarder et prendre trop de votre temps. Alors, donc, je vais vous laisser le soin à Nicolas donc, de nous dire comment le reste va fonctionner par la suite. Merci. C'est ça, donc merci Khalifa. Et avant de laisser la parole à Amirouche qui va vous faire la présentation dans 2 minutes. Donc là, la façon dont on va fonctionner pour la plupart des cours a priori de ce programme foncé, c'est qu'on va généralement commencer par un webinaire introductif d'1 heure, comme ce que là va faire Amirouche, qui va introduire le sujet et les ateliers. Et ici, dans le cas de Google Earth Engine, on va avoir 3 ateliers, workshops, de 2 heures chacun sur 3 sujets différents. Le premier atelier devait avoir lieu ce lundi, mais Amirouche a des empêchements, fait qu'on va le décaler à mercredi. Donc on va voir le premier atelier le mercredi 10 novembre, le deuxième le lundi 15 et le troisième le mercredi 17. Normalement, si vous êtes connecté ici, c'est que vous avez tous reçu le courriel, fait que pour ceux qui sont intéressés, ça prend de s'inscrire à l'atelier. Et puis après ça, je pourrais vous envoyer toutes les informations de connexion et les documents nécessaires pour suivre les séances de formation. Donc voilà, puis bah, Mirouche, tu peux commencer quand tu es prêt. Okay, parfait. Merci Nicolas, merci à Khalifa. Donc je vais vous partager la présentation. C'est le bon mode qui apparaît? Oui, c'est moi, Mirouche. Ok. Donc, si tu veux, Nicolas, je peux commencer? Oui, quand tu veux. Parfait. Donc, je me présente. Moi, je suis Amirouche Benjalal. Donc, j'ai fait un doc à l'université de Sherbrooke. Donc, j'étais encadré par les professeurs Khalifa Goïta et Ramata Magaji. Donc, j'ai fait un sujet sur la physique de la télédétection. Actuellement, je fais un doctorat, je fais un postdoc à l'UQAM. Donc, c'est sur la prédiction des feux de forêt sur la province du Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur un outil que j'ai utilisé qui est la plateforme Google Earth Engine. Donc, l'objectif, est de vous donner un avant-goût de ce que c'est Google Earth Engine et de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais commencer par parler de la notion de Big Data et de Geospatial Big Data. Et puis, j'exposerai quelques plateformes existantes d'analyse des données massives géospatiales. Et donc, je vais passer pour parler de la plateforme Google Earth Engine, puis parler des 2 API existants JavaScript et Python. Puis, donc, moi, aujourd'hui, je vais plus l'atelier et même le webinaire, les ateliers vont se concentrer sur le JavaScript API, mais des codes Python vont aussi venir avec.
Je terminerai par donc une démonstration. Donc, on va voir un code ensemble. Je vais l'expliquer. Puis, comme l'a dit donc Nicolas, donc je parlerai des 3 workshops qui vont suivre pour une meilleure application de la plateforme Google Earth Engine. Donc, la notion de big data concerne les données qui ont un volume donc très élevé, et ce sont des données aussi qui ne peuvent pas être analysées par les moyens conventionnels ou donc les systèmes de base de données conventionnels. Les données géospatiales donc massives, donc ce sont des données qui parviennent de couches spatiales, donc elles peuvent être de plusieurs sources. Ça peut être de l'imagerie satellitaire, radar, lidar, ou donc d'un réseau de capteurs, ou des caméras numériques, etc. Donc, concernant l'observation de la Terre en particulier, donc on assiste à la disponibilité de plus en plus de données spatiales. Je pense particulièrement aux données de la mission Landsat, MODIS, Sentinel. Donc, toutes ces données-là qui sont massives, donc, requièrent des plateformes spécifiques. Donc, parmi les plateformes, et celles que je vous expose ici, et ce n'est pas les seules, la liste n'est pas exhaustive. Donc, d'après ce que j'ai lu donc, dans un article, c'est que pour la communauté scientifique, les étudiants, ceux qui feront de la recherche, la plateforme Google Earth Engine est recommandée, et on voit de plus en plus d'articles qui sont publiés en faisant appel à cet outil. C'est quoi la plateforme Google Earth Engine? Donc, c'est une plateforme basée donc, sur une architecture cloud. Donc, ça permet de faire l'analyse et la visualisation et la synthèse de données massives géospatiales. Donc, on peut profiter à l'intérieur de la disponibilité de plusieurs données géospatiales. Comme je le disais avant, donc on a accès à toutes ces données Landsat, MODIS, Sentinel. Puis il y a d'autres types de données aussi, de l'occupation du sol, des données météo, des climatiques, et des données de couverture d'occupation des sols. Et de quoi aussi on peut profiter de la plateforme Google Earth Engine. Comme je disais, c'est une architecture cloud, donc les calculs sont parallélisés de façon à obtenir le résultat. Donc, je dirais de façon quasi instantanée. Donc, si on travaille sur une grande région comme celle-ci, donc les traitements sont parallélisés de façon à travailler sur une grille, et puis une fois que le résultat et le traitement est fait, les morceaux sont recollés pour nous donner les résultats souhaités. Donc ici, ce que vous voyez, donc c'est l'interface donc JavaScript de Google Earth Engine. En fait, ici, ce que je veux dire, c'est qu'il existe deux interfaces de programmation. Donc, il y a le Python API et le JavaScript API. Donc, selon les besoins, quelqu'un peut aller vers le Python API ou JavaScript API, mais moi, jusqu'à présent, pour mes besoins, donc j'ai utilisé le JavaScript API. Si on veut les comparer, donc au niveau de JavaScript API, donc on peut pas ajouter quoi que ce soit à ce qui est déjà disponible comme outil. Donc on exploite ce qu'il y a. Par contre, du côté Python API, donc on peut installer ce qu'on veut et on a accès à une multitude d'outils, de librairies. Donc c'est ça du côté
aussi de Python API. Donc, on peut faire du deep learning, ce qui n'est pas tout à fait le cas, par exemple, pour Google Earth Engine. Par contre, par exemple, du côté du Python API, on n'a pas cette interface interactive qu'on a sur du côté JavaScript API. Donc, sur le JavaScript API, on peut visualiser des données de façon interactive, voir, inspecter nos données, et puis on a de la documentation tout à fait prête à côté. Donc, pourquoi utiliser Google Earth Engine? C'est quand on veut travailler sur des régions donc très grandes et avec un volume de données très important de plusieurs sources. Donc on fait appel à Google Earth Engine. Et donc c'est ça, on profite donc d'une multitude d'outils de traitement beaucoup plus raster, d'une rapidité de calcul phénoménale. Ce qu'on peut-être dire sur la limitation de Google Earth Engine, c'est peut-être qu'il y a plus les traitements qui sont plus, si c'est des traitements orientés plus raster, moins vecteurs, c'est-à-dire que tous les traitements, les analyses spatiales qu'on peut faire sur ArcMap ou un autre logiciel, donc ne sont pas vraiment disponibles, donc JEE de la même façon. Ici, ce que je présente, donc c'est l'interface du code éditeur, donc du JavaScript API. Donc ici, ce que vous voyez, c'est comme ça. Moi, je verrai ici trois modules pour l'expliquer, mais je reviendrai là-dessus pour quand je vais faire la démonstration du code. Je vais revenir pour les expliquer plus en détail. Donc il y a un bloc ici au niveau donc de gestion des gestion du code. S'il vous plaît, est-ce que vous, j'entends, est-ce que vous pouvez désactiver vos microphones, s'il vous plaît? Donc ici, je disais qu'il y a une partie, un module où on va gérer tous nos scripts et puis les assets, c'est ce qu'on va importer dans Google Earth Engine pour l'utiliser comme des couches ou des régions d'études. Puis, il y a le deuxième aussi bloc, je dirais que c'est pour l'écriture du code. On peut donc sauvegarder le code, donc l'exécuter. Il y a la partie, le troisième module ici, c'est pour l'inspection de nos données. Donc, aller voir qu'est-ce qu'on a comme données, les valeurs des données. Il y a la console, donc on peut donc visualiser par exemple nos graphiques, si on a fait des graphiques ou voir les métadonnées d'une collection d'images. Il y a aussi task, c'est quand on va importer ou exporter, par exemple, des données, on va suivre l'évolution donc de l'importation ou de l'exportation. Et il y a le quatrième aussi, la quatrième partie, qui c'est plus pour visualiser les données, et on a même des outils géométriques pour donc dessiner des polygones, des lignes, donc des objets vecteurs. Et il y a un côté où on va gérer plus donc les couches quand elles sont affichées. Donc on a accès à des paramètres d'affichage comme par exemple la transparence et d'autres fonctionnalités. Donc c'est ça, ici c'est les blocs donc, que j'ai revus, donc plus on les voit plus clairement. Donc c'est donc au niveau de la gestion par exemple des scripts, on peut créer des répertoires, des dossiers, et puis les programmes CLF files. La documentation qui est disponible à côté, on peut donc la visualiser, la voir, consulter ce qu'on veut comme documentation. Et puis au niveau de la partie asset, donc c'est par exemple des résultats qu'on va aller stocker dans cet espace ou bien des fichiers qu'on va importer dans Google Earth Engine pour les utiliser comme les shapefiles, des shapefiles ou même des images, des fichiers CSV, etc. Donc au niveau du bloc 2 dont j'avais parlé, donc c'est le code, c'est là où on écrit le code. Donc on a
On peut donc exécuter le code, le sauvegarder. Et puis, ce qui est aussi une bonne fonctionnalité très, très importante, c'est qu'on peut générer donc, un lien pour le code qu'on a fait, et puis on peut le partager donc, avec des autres utilisateurs pour travailler ensemble dessus. Donc, on peut partager le code. Donc, le troisième bloc dont j'avais parlé, donc, c'est il y a l'inspecteur, c'est pour voir donc, les données qu'on a, puis consulter la nature, à un niveau, un pixel donné, voir les valeurs du pixel sur plusieurs bandes. Par exemple, c'est une image sur plusieurs bandes. Puis la console, c'est pour visualiser, par exemple, un graphique. On a créé un graphique, on veut le voir, donc c'est ici qui va apparaître. Et puis au niveau des tâches, c'est ce que j'avais dit, donc c'est qu'on va suivre l'évolution, par exemple, de l'importation ou de l'exportation des données vers... Je vais parler d'exportation plus tard. Donc, les objets qu'on va manipuler dans le JavaScript API, donc on a des données, donc image qui veut dire donc une seule image, ou des objets comme image collection, ça veut dire un ensemble d'images. Donc, comme Sentinel, si on va aller chercher Sentinel, par exemple, ça va être une image une collection d'images. Puis on peut aller dans une sélection d'un ensemble d'images, sélectionner une image. Donc, il y a la différence entre image et collection d'images. Donc, il y a donc ce qu'on appelle feature et feature collection. Donc, feature collection, ça peut être une table, une table de données avec des attributs. Puis un feature, ça va être par exemple une ligne de cette table. Peut-être ici, c'est juste pour parler, pour dire qu'il y a une différence de ce qu'on peut faire du côté client. Donc, ce qu'on peut faire, écrire, nous, on peut écrire des fonctions propres à JavaScript, mais tout ce qui va se faire sur les serveurs de calcul, il faut qu'il soit précédé par les deux lettres II. Donc, c'est juste pour dire que tout ce qui se fait ici, on doit le précéder de II pour qu'il soit donc exécuté sur les serveurs. Donc ici, c'est pour juste parler de plus de méthodes et de fonctions. Donc les méthodes, par exemple, ici pour des manipulations qu'on peut faire sur les images, on peut ajouter des images, soustraire des images, et puis on peut calculer des indices en faisant appel à ces opérations. Donc d'autres fonctions, c'est pour plus comme visualiser les données, exporter les données, c'est des fonctions pour... Donc c'est d'autres fonctions. Ça, c'est plus des fonctions, ici, c'est des méthodes. Là, c'est un exemple c'est juste comment que c'est structuré. Par exemple, si on veut écrire une fonction, donc c'est pas comme en Python, c'est du JavaScript. Donc c'est un exemple de fonction ici. Et puis la fonction map, donc c'est ce qui revient à une boucle qu'on ferait dans Python. Donc si je mets map là, on va le voir plus, je vais l'expliquer après. Donc ça permet de faire un travail sur un ensemble d'images au lieu d'écrire une boucle. Non, les boucles même ne sont pas vraiment les bienvenues dans le code éditeur JavaScript API. C'est ça. Donc, ici, donc, je donne deux exemples. Là. La fonction que vous voyez ici, c'est une fonction pour calculer l'indice Normalized Burn Ratio. Donc, c'est un indice qui est fait pour donc, caractériser les zones brûlées en termes de degrés. Et c'est un indice qui permet de faire la cartographie des zones brûlées. Donc, c'est ça. Donc, il y a la fonction ici, Normalized Difference. Ça permet de faire donc B8 moins B12 sur B8 plus B12. Ici, c'est un exemple là de si je veux chercher, par exemple, les images qui sont dans une plage temporelle. Donc, on va donc les filtrer par rapport à cette plage temporelle. L'image, la collection, c'est Sentinel. Et puis, je veux avoir des images, donc je vais les filtrer pour avoir des images qui ont
qui ont une couverture nuageuse de 20% et moins. Donc, elles vont caractériser, c'est des données qui vont se faire sur une certaine zone, donc c'est la zone d'étude. Puis ici, on peut masquer, on va ajouter une fonction, deux fonctions qui vont permettre de calculer le MBR, et puis une autre fonction qui va masquer les clouds. Donc, la fonction map ici, c'est que toutes les images qui sont dans cette plage temporelle, donc, et puis qui vérifie ces conditions ici de couverture nuageuse, il va leur calculer le MBR pour chaque image. Et puis, le MBR aussi, je dis, le MBR va calculer pour chaque image de l'image collection, et puis il va masquer aussi les nuages. Donc, je vais revenir là-dessus quand je vais faire la démonstration du code. Ce qu'on peut faire aussi au niveau de la plateforme Earth Engine, c'est qu'on peut exporter les résultats qu'on a. Donc, on peut les exporter donc, soit dans Asset, ou bien dans Drive, ou bien dans un espace cloud. Donc, je reviendrai aussi là-dessus dans la partie démonstration. Là, ici, c'est pour juste si je veux planifier donc un script Earth Engine. Donc, il faut que je cherche les données que je veux. Donc, je cible un périmètre, une zone d'étude. Je crée, par exemple, je fais un pré-traitement de mes données. Donc, j'enlève tout ce qui est cloud. Je masque les nuages. Moi, je calcule ici, c'est pour faire un calcul d'indice, par exemple, purifier avant le feu, après le feu, puis je fais une différence d'indice, puis ça me fait sortir un résultat que je peux exporter par la suite. C'est ça, donc ce webinaire va être suivi donc de workshops qui vont être qui sont donc cédulés pour le 10 novembre. Ce sera pour la visualisation des données satellites, puis l'exportation, importation. Le 15, on va avoir donc un exemple donc, de classification. C'est pour suivre l'occupation du sol. Et puis, celui du 17 va se concentrer sur la construction d'une base de données géospatiales à partir de Google Earth Engine. Et puis, donc, on va exploiter pour la prédiction donc, des incendies de forêt au Québec. Les traitements de modélisation vont se faire sur la plateforme Colab de Google. Donc, si tout est bon jusque-là, moi, je pourrais passer à la partie code. Si vous n'avez pas de questions. Ouais, c'est tout beau, Amirouche, ouais. C'est tout beau, je peux passer à la partie code? Ouais, ouais. OK. Est-ce que ça apparaît très bien, Nicolas? On voit ta page Script Example. Ah, OK, Script Example. Est-ce que tu lis Script Example? Je vais juste être sûr que je vais voir ce que... Ça dépend, Miro, si tu as partagé l'écran ou si tu as partagé la fenêtre. C'est peut-être la raison là, pour laquelle on voit encore ton PowerPoint et non pas le lien. Ah, OK. Donc, il faudra que, je ne sais pas, attends. Où est-ce qu'il est le truc? Oui, tu as juste à sélectionner justement ton fichier directement en haut dans Microsoft Teams. Attends, je vais refaire le... Excusez-moi, je vais refaire le partage. C'est ça. C'est bon, C'est ça? on voit tout beau. C'est ça? OK. Ouais, c'est parfait, Amirouche. OK. Donc ici, le code qu'on va voir ici ensemble, c'est un code donc,
En fait, il va suivre la planification de la partie, un slide où j'ai parlé de planification des votes. Donc ici, j'ai ciblé une région qui est en Colombie-Britannique. Donc il y a eu des feux. Donc c'est une région qui a été très touchée par les feux la saison des feux passés. Donc, puis c'est un village qui a été obligé d'être évacué. Donc les données que je vais utiliser, sinon je vais revenir pour expliquer avant de rentrer dans le code, je vais expliquer les parties dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici à gauche, le module 1 dont j'ai parlé, donc c'est les scripts. Donc on peut créer ici un nouveau répertoire. On va aller par exemple repository. On peut créer un répertoire. Donc on va lui donner un nom. Et puis à l'intérieur de ce répertoire, par exemple, on va ajouter un fichier, un script. Donc je vais par exemple, moi ici j'ai créé 2 répertoires. Donc je vais aller mettre mon fichier dans tel ou tel répertoire. Donc lui, c'est le côté documentation. Donc ça, c'est toute la documentation. Au niveau asset, moi, tout ce que j'ai utilisé dans cette fonctionnalité, c'est que je vais aller chercher, par exemple, un fichier shapefile. Donc, par exemple, si j'ai une base de données que je veux chercher, importer dans Google Earth Engine, je la ramène en allant, par exemple, si c'est un shapefile, donc je vais aller la chercher en cliquant ici. Et puis, il faudra, pour un shapefile, que ce soit, il faudra importer les extensions SHP, SHX, DBF et PRG. Donc, je clique ici, je vais aller le chercher, je vais lui donner un nom. Une fois que je l'aurai, par exemple, donc une fois que je l'aurai importé, donc il va apparaître, donc je vais aller réfléchir, par exemple ici, tout ce qui est asset. Il va apparaître. Moi, c'est toutes les shapefiles que j'ai mis ici, que j'ai utilisés. C'est ça. Puis ici, ça, c'est la partie code, donc le module de code. Donc, c'est là que j'ai parlé qu'on peut aller, par exemple, créer un lien pour le code qui est ici et le partager avec d'autres utilisateurs. Donc, on peut même share, donc on peut même partager tout l'espace de travail ici, c'est share repo. Donc, et puis ici, on va aller dire à qui on va le partager. C'est ça. Ça, c'est pour donc exécuter le code. Run, ça, c'est pour donc clearer le code, donc effacer tout ce qu'il y a ici. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé moi-même personnellement, mais c'est pour créer des applications. C'est ça. Donc, le module ici, 3, donc c'est le module d'inspection des données, de visualisation des données et puis des métadonnées d'une collection d'images ou d'une image. Ici, c'est pour l'exportation. Par exemple, ou l'importation, suivre la tâche en tant que telle, suivre l'importation, l'exportation d'une tâche. En bas, ici, donc c'est la partie donc, où on va voir nos résultats, afficher des couches, des shapefiles. On a accès à des outils ici de dessin. Ici, donc c'est là où on va gérer par exemple les couches qu'on va afficher. On va voir ça ensemble. Donc ici, cette partie du code, donc je suis allé poursuivre donc la planification d'un script. Donc j'ai un polygone que j'ai dessiné qui entoure la région du village Lytton en Colombie-Britannique. La sélection, la collection d'images que je vais utiliser, ça va être Sentinel-2, donc niveau 2A. Mais par exemple, pour l'importer dans mon code, il faudra par exemple que je cherche juste ici, dans cette partie-là, je cherche par exemple, je disais par exemple, je cherche la collection Sentinel, il faudra que j'écrive juste ici Sentinel. Et puis tout ce que j'ai comme données Sentinel va apparaître ici.
Je vais aller cliquer ici pour importer, pour le ramener dans mon espace de programmation dans le script. Et par exemple, si je cherche un endroit, Lytton, donc en Colombie-Britannique, je cherche Lytton en Colombie-Britannique, hop, donc il va me l'afficher ici en bas. Donc je peux même aller par la suite prendre un point et le sélectionner ici. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je l'ai créé un point, on peut voir ici. Donc ici c'est le shapefile, je vais lui changer de... C'est la partie de donc ma région d'intérêt. J'ai juste... je ne sais pas, je vais la mettre en rouge. Ça va apparaître ici, donc je vais dézoomer. Donc j'ai juste créé un rectangle pour dire que je m'intéresse à cette partie. Je vais chercher des images sur cette partie-là. Voilà, donc lui, je ne vais pas l'utiliser. Je vais l'éliminer. C'est ça. Donc ici, pour les images Sentinel-2 avec lesquelles je vais travailler, il y a une fonction, la fonction qui est écrite ici, c'est Mask to Clouds. Donc c'est une fonction qui va aller masquer dans mes images les nuages. Donc le QA60, c'est un paramètre qui est dans les métadonnées de chaque image Sentinel-2, c'est le paramètre qu'on va utiliser. Il y a aussi, j'ai créé ici une fonction, c'est pour le calcul de l'indice, donc Normalized Burn Ratio, donc qui est calculé avec les fonctions, les bandes proche infrarouge et le shortwave infrared. Par la suite, comme je veux voir l'évolution, donc je veux voir l'empreinte du feu sur la région d'intérêt, donc je sélectionne, je vais aller chercher une image avant le feu. C'est ce que j'appelle ici First Date Image Before Fire Event. Donc c'est entre le 15 et le 30. Bon, je pense que même le 30 qui est le feu a commencé. Donc je vais chercher les images qui sont dans cette plage temporelle avant le départ de feu, donc qui ont une couverture donc nuageuse de moins de 20%, donc qui concerne la région du village de Lytton. Et puis, c'est ce que j'avais parlé tout à l'heure des fonctions. Donc, on va appliquer cette fonction de masquage des nuages et cette fonction de calcul de MBR sur toutes les images qui sont dans cette plage temporelle et bien sûr qui vérifie la condition, ces conditions-là. C'est ça. Donc si par exemple, ici j'exécute cette partie, donc pour mettre une partie de code, donc c'est comme si elle n'existe pas, je vais mettre CC, on met slash étoile, je vais juste ignorer toute cette partie, on va aller par étapes. Donc si je mets, et je ferme ici par étoile slash, donc je commence par slash étoile, donc toute cette partie va être mise en commentaire, donc il va juste exécuter cette partie. Donc si j'exécute le code ici, en fait ici, donc ce que j'avais demandé, donc il a exécuté le code. Ce que j'avais demandé au code ici, là, c'est qu'une fois qu'il a cherché, donc je veux avoir des informations sur mon image, donc que j'ai appelé IMT1. Donc dans IMT1, on a 10 images qu'il a trouvées dans cette plage du 15 au 30, qui vérifie cette condition par exemple de 20% de couverture nuageuse. J'avais demandé par exemple la projection, il me donne la projection, et puis dans chaque image,
Donc, on a 24 éléments à l'intérieur. Donc, on a toutes les bandes de l'image, de chaque image multispectrale Sentinel-2. Donc, on a toutes les bandes ici, les métadonnées. Et puis, ce que vous voyez ici tout à fait en bas, donc c'est le MBR. Donc, il a rajouté donc, les images MBR pour chaque image Sentinel. Donc, c'est pour ça. Donc, on a, c'est ça, 24 bandes dans chaque image. Donc, toute cette première partie, c'est ce que permet de faire. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher une deuxième image, mais après le feu. Donc, j'enlève ça. Je vais le décaler. Je vais le décaler jusqu'ici. Quelle partie que je vais mettre? OK. Je vais mettre, par exemple, jusque là. Donc, cette dernière partie, et je vais d'exportation, il va la mettre en commentaire. Donc, maintenant, j'ai cherché une deuxième image. Je fais la même chose. Donc, je masque les images, je calcule les indices MBR pour chaque image dans la collection d'images qui est ici. Ici, je vais donc visualiser. Donc, je vais aller visualiser. C'est des paramètres de visualisation en couleur vraie, donc RGB. Donc, on sélectionne les bandes B4, B3 et B2. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Donc, et puis, je vais les ajouter ici dans la partie, donc le map ici. Donc, si je vais exécuter cette partie, je vais juste décocher la région d'intérêt. Ici, ce que vous voyez ici, en fait, donc ce que vous voyez ici, donc il y a dans cette partie de gestion des couches, là, donc tout ce que j'ai généré comme image, donc l'image avant la départ de feu, une image après la fin du feu, et puis ça c'est la différence donc de l'indice MBR avant et après le feu. Donc si j'enlève ça, et puis j'enlève par exemple, ici on visualise l'image, donc ici c'est l'image avant le départ de feu. OK? Maintenant, si j'ajoute l'image après, après l'extinction du feu, les zones brûlées apparaissent ici donc en couleur vraie, donc on le voit très bien. Je ne sais pas ce que vous voyez correctement ce qui se passe là. Allô? Oui, on voit la différence. Oui, Vous voyez la différence, c'est parfait. Ici, là, donc le MBR que je disais, il permet de calculer, de caractériser les zones brûlées. Donc, si je l'affiche lui, là, tout ce qu'on voit ici, juste pour l'expliquer, le code couleur que j'ai utilisé ici. Donc j'ai utilisé le. Donc, les changements moins importants vont être en vert. Donc, tout ce qui est entre le plus important et moins important, ça va être en blanc. Et tout ce qui est changement important va être en rouge. Donc là, si je décoche ici, là, en fait, si vous pouvez refaire l'exercice, vous allez remarquer que toutes les zones brûlées, c'est ce qui apparaît ici en rouge foncé. Même les autres couleurs, ça correspond aussi aux zones brûlées, mais différents degrés. Donc, c'est un indice qui permet de caractériser les degrés de. Moi, je parlerai du terme l'intensité. Donc, comment que les parties végétales ont été brûlées. Est-ce que le degré
briller, si je peux dire. Donc, c'est ça. Par la suite, ce qu'on peut faire à ce résultat, par exemple, si on peut l'exporter, si on veut l'exploiter ailleurs dans un autre logiciel, c'est que c'est cette partie ici du code à la fin. Donc, je vais la décocher. Je vais plutôt l'exécuter. Donc, j'enlève les deux affaires ici. Donc, si j'exécute maintenant le code, l'image que j'ai générée, l'image indifférence donc, entre avant et après le feu de l'indice MBR, donc je pourrais l'exécuter, je pourrais l'exporter. Donc, ici, c'est vers Drive. Donc, je spécifie la résolution. Puis, donc, c'est ça. Je vais lui donner un nom ici. Et puis, sur quelle région, donc, l'indice a été calculé. Donc, c'est surtout le rectangle de la zone d'intérêt. Donc, c'est ça. Donc, si j'exécute maintenant le code, encore une fois, il va refaire tout ce qu'on a fait. Ça. Ah. Quelque chose de ne pas prévu, c'est quoi lui? Properties of new within TTA. Est-ce que c'est bon? Okay. Donc c'est ici qu'il y a un problème. MBR différent. OK. OK. OK, il manquait juste la virgule. Donc, OK. Donc, donc au niveau de donc, la dernière partie, c'est pour l'exportation de l'image différence MBR avant et après feu vers Google Earth Engine. Donc, quand je viens ici vers Task, je vois ici la tâche que j'ai créée ici, que je vais exécuter. Il suffit juste que je clique sur Run, donc pour pouvoir donc exporter. Donc, je l'ai fait tout à l'heure, donc ça a pris 7 minutes pour donc exporter l'image obtenue vers Google Drive. Donc, si je mets Run ici, là, donc ça me sort donc, cette petite fenêtre là. Donc, et je clique ici, là c'est le format géotype, je mets Run, donc ici, on peut le refaire là. Donc là, vous voyez ici que ça tourne, il est en train de faire l'exportation de l'image vers Google Drive. Ce que je veux dire aussi ici, c'est peut-être expliquer quand j'ai crié ici, j'ai cherché peut-être juste un détail que je n'ai pas énoncé, c'est que quand je cherche la collection d'images dans cette plage temporelle, par la suite, moi, j'ai créé l'image, une seule image, qui est le median. Donc, ça va faire, on va avoir l'ensemble d'images que j'ai dans cette plage. Il va faire donc un calcul temporaire. Donc, un pixel, on va voir la valeur médiane de toutes les images qui sont dans la plage. Ça va nous générer une seule image ici. Donc, la première image qu'on a ici donc ici,
celle-ci là. La première image RGBT1, donc c'est une image qui a été obtenue en faisant donc un filtre median sur toutes les images qui sont dans cette collection, bien sûr qui vérifie les conditions. Donc c'est ça, si je le mets juste pour vous l'expliquer, donc cette partie-là, si je réexécute le code, je reviens d'un console, donc c'est ça ce que j'ai demandé ici. Où est-ce qu'il est? Ici, j'ai demandé pour qu'il m'affiche aussi les caractéristiques de l'image IMT1 MED. C'est celle-ci là que j'ai créée ici là. C'est ce qu'il me donne ici. Donc c'est une seule bande. Donc ici c'est une seule bande. Par contre, avant dans l'image collection on avait 24 bandes et toute l'image collection a 10 images à l'intérieur. Donc c'est ça, sinon, de mon côté, j'ai terminé. Je vous donne rendez-vous pour les prochains ateliers. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Et merci pour votre attention. Amirouche, est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer rapidement le contenu des ateliers ou est-ce que c'est Nicolas qui va en parler? C'est comme vous voulez. Ah bah vas-y Amirouche, c'est toi qui les as préparés donc. Ok, donc juste les. Le temps que tu prépares ça, Amirouche, je vais juste mentionner que dans le premier atelier, tu vas expliquer comment créer un compte Google Earth Engine, comment s'y connecter, etc. Donc, il y aura quand même un peu de temps pour débroguer les choses pour que tout le monde puisse commencer à faire l'exercice correctement. Oui. Donc, les ateliers le prochain atelier va se faire le 10 novembre. Donc, on va à peu près revoir ce que j'ai fait aujourd'hui comme démonstration, mais c'est ça, on va importer des fichiers shapefile. On va faire un atelier de vraiment débutant. Ce que vient de dire Yacine, c'est que je vais expliquer comment donc créer un compte, comment importer les fichiers shapefile, si on veut les supprimer, etc. Donc, et puis ça va être une partie où on va apprendre à importer des shapefiles, des images, les manipuler, calculer des indices. Puis même, je vais inviter les étudiants à faire aussi un exercice pour peut-être écrire eux-mêmes une fonction pour calculer un indice. La deuxième partie, ça va être un peu un atelier évolué. Donc, on va faire une classification. Donc, ça va porter aussi sur les feux de forêt où on va classifier donc une image avant le feu, une image après le feu. Et ça nous permet de vraiment ce que je viens d'expliquer aujourd'hui comme démonstration, on va le faire mais de côté classification. Donc, on va voir un produit classification à la fin. On va voir l'étendue des feux, des régions brûlées comme étant une classe. Donc, ça va être un travail de classification d'images. Le dernier, donc, il va porter, comme je me suis présenté au début, je disais que je fais actuellement un projet sur la prédiction des feux de forêt au Québec. Donc, moi, j'ai une base de données de feux de forêt. Donc, et pour la modélisation des feux de forêt, j'ai besoin d'autres paramètres comme la météo, l'occupation spatiale, le type d'occupation spatiale, donc le type de végétation qui d'intérêt, puis de données météo, des données comme le vent, la précipitation, les températures. Donc, toutes ces données-là, je vais aller les chercher de Google Earth Engine. Je vais compléter ma base de données. Et puis, à partir de cette base de données, on va aller faire de la modélisation de la prédiction des feux de forêt en utilisant des algorithmes d'apprentissage machine. Ça va porter principalement sur l'algorithme Random Forest. Et c'est ça, on va analyser. Donc, on va avoir on va
on va prédire le risque des feux de forêt au Québec en utilisant l'apprentissage machine sur la plateforme Colab de Google à partir de la base de données qu'on a complétée dans la plateforme Google Earth Engine. C'est ça. Merci Amirouche. Donc, si je peux me permettre, Amirouche, il y aura aussi une version Python là, du code que tu vas présenter. C'est Oui. Guy Armel là, qui a fait cette version Python, puis probablement que c'est lui qui pourra l'expliquer. Donc, c'est un détail après, là, à la fin de chaque atelier. La version Python peut être présentée et on laissera aux étudiants le soin de refaire l'exercice avec Python. Donc, c'est quand même des exercices qui devraient être intéressant pour tout le monde, accéder aux données, faire une classification, c'est quand même un travail très populaire là, en traitement d'image, et aussi un travail de modélisation, donc construire une base de données et développer un modèle, par exemple pour la prédiction des feux à partir de données météo, à partir d'indices de végétation, indices de bruit, etc. En tout cas, moi, juste pour peut-être un petit témoignage, moi, au début du projet, quand je cherchais comment créer ma base de données, puis je commençais à voir à droite, à gauche, là, Python, et puis JavaScript API. Là, quand j'ai vu que je pouvais le faire sur JavaScript API de façon rapide, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, ça m'a donné le goût d'approfondir mes connaissances dans cette plateforme-là. J'espère vous être utile dans les prochains ateliers. Bien, merci beaucoup, Amirouche. Ben, Merci, Nicolas. Il n'y a pas de questions là? Hein, pour les différents intervenants, vous n'avez pas de questions spécifiques? Ça va se faire durant les ateliers, Khalifa. Ouais, ou encore, est-ce que vous avez des attentes en particulier par rapport aux différentes composantes des ateliers qui sont mentionnées? Alors, c'est le moment, au fait, là. Merci. OK. Ici, une question? Bon. Oui. Quand je voulais créer mon compte Google Earth Engine, je pense que ça m'a pris 72 heures ou 4 jours, en tout cas, un certain nombre de jours avant qu'il me donne, qu'il n'active ça. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'est instantané maintenant? Ah non, ça se fait de façon instantanée. Il y a juste un petit formulaire qui sort pour s'inscrire. Tu remplis quelques informations et puis ça se fait de façon instantanée. Okay. Je ne Bon, comprends moi, je pas l'avais fait pourquoi... il y a environ 1 an, je dirais, mais ça m'a pris 72 heures avant que ça ne soit actif. Donc, je voulais savoir si c'est toujours le cas ou... Ça te prendra 2 minutes. Ça te prendra 2 minutes cette fois-ci. OK. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un bref aperçu avec l'apprentissage profond en utilisant un code Python pendant la formation? C'est ce que disait Yacine en parallèle avec donc, moi, je vais faire les ateliers qui vont être centrés sur JavaScript API, mais il y a un code Python qui va venir avec chaque atelier. Donc, vous aurez accès au code Python pour faire la même chose. Mais l'atelier sur l'apprentissage profond à partir des données comme ça, Google Earth, c'est plus avancé. Ça va être le prochain. Donc, c'est en préparation. Ça ira probablement à l'hiver, mais ça ne sera pas dans les. Parle d'apprentissage profond. Désolé. Apprentissage profond, effectivement. Mais c'est en cours de préparation. D'accord, merci. Désolé, moi j'avais compris apprentissage machine. Désolé. Arifou, une question? Moi, j'ai une question. Est-ce que la séance d'aujourd'hui était enregistrée pour donner ça à un collègue, donner le lien à un collègue? Oui, tout à fait, ouais. C'était enregistré, puis ce sera mis en ligne cet après-midi ou demain sur le site du programme DOTS et sur le site du cartel. Fait que je pourrais mettre le lien à disposition là. Parfait, merci. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Ouais, je posais la question par rapport au masquage des nuages sur les images.
est-ce que le masquage permet effectivement de les enlever ou bien de ne pas faire de traitement sur les nuages? Donc, les nuages vont être masqués. Tout traitement que tu vas être fait par la suite, là, cette partie masquée ne va pas rentrer dans les calculs. Donc, il va vraiment faire un masquage. Oui, bon, pour les ateliers, je vois que c'est les données Sentinel qui sont utilisées. Effectivement, quand je lis les données Sentinel, je vois une abondance de données, une facilité. Mais pour les données Landsat, par exemple, il y a des zones où les nuages sont plus abondantes et c'est difficile d'avoir d'autres images. Est-ce qu'il y a un autre moyen, par exemple, de pouvoir faire disparaître les images ou bien bon, de pouvoir faire des composites d'images qui permettent carrément d'enlever les nuages pour pouvoir faire nos traitements sur certaines zones parce qu'il n'y a pas d'autres images alternatives? En tout cas, les nuages, on ne pourra pas les faire disparaître de façon... c'est un aspect des images multispectrales. Donc, moi pourquoi j'ai ciblé beaucoup plus les images Sentinel, c'est à cause de la répétitivité. Ça nous permet d'avoir plus d'images par rapport à Landsat. Donc, la résolution, donc on a, je pense, une image chaque 2, 3, 4 jours, je pense. Donc, ça permet d'avoir plus d'images et d'aller sélectionner celle qui a le moins de... Mais avec Sentinel, si tu veux travailler avec Landsat, je pense que tu n'as pas le choix que de faire un traitement, de masquer tes nuages et de travailler avec ce que tu as. Tu n'as pas le choix, à ma connaissance. Oui, donc pour une série temporelle, c'est donc possible qu'on n'ait même pas du tout de données et qu'on ne puisse pas avoir l'enchaînement qu'on voudra quoi, avec Landsat. Même avec Sentinel, ici, si par exemple, je fais descendre, si je reviens par exemple ici au code, ce que je veux dire là, c'est que si tu fais réduire par exemple ton seuil moi j'avais mis 20%, si je reviens à 10%, il se peut qu'une portion de ma région d'études ne soit pas couverte. Donc, on n'a pas le choix de travailler avec les images qui ont des couvertures nuageuses. On doit vivre avec les images multispectrales. Ok, bon. D'autres questions plus spécifiques reviendront dans l'atelier. Notamment, peut-être qu'il faut prévoir, expliquer les allocations d'espace par rapport aux membres. Parce que bon, des fois, on lance, on dit que le nombre de requêtes est limité ou bien est terminé. Et on a souvent rencontré ces problèmes-là. Merci. Merci à toi. Jawad, tu avais une question? Oui, oui, j'ai une petite question en fait. Moi, ma question en fait, c'est est-ce qu'on pourrait par exemple utiliser est-ce qu'on pourrait utiliser le même code qu'on utilise pour le Google Earth Engine et d'utiliser dans d'autres plateformes, par exemple QGIS, là, ils doivent voir le même résultat, pas rester limité toujours sur la même interface Google Earth Engine. Peut-être dans des plateformes où Python est le langage qui est utilisé, oui, mais... Parce que moi, je me demande si on pourrait, par exemple, faire des manips comme SIG, là, je ne sais pas, par exemple, des sortes d'introduire des zones d'intérêt, des REI sur une carte. Et ça peut se faire d'une manière plus simple sur un outil SIG, par exemple QGIS, qui prend comme code, je pense qu'il utilise Python. Moi, je me demande, est-ce que je pourrais avoir le même résultat que je vois sur Google Earth Engine, de voir son interface SIG? J'ai vraiment... Je ne sais pas je n'ai pas très bien compris la question, Jawad. OK. En fait, je me demande, est-ce qu'on pourrait utiliser le même code qu'on utilise, celui soit de Python ou bien de JavaScript qu'on utilise pour le Google Earth Engine, et d'utiliser sur une autre interface SIG. Je ne sais pas, par exemple, QGIS. Je sais qu'il y a des librairies qui peuvent faire le pont vers QGIS et tout, mais c'est pas précis dans ma tête. Je pourrais peut-être faire
Je reviendrai là-dessus dans les premiers ateliers pour dire quelles sont les librairies qui permettent de faire la jonction. Je sais que ça se fait. On peut aller pas de Google Earth Engine, mais je ne dirais pas de bêtises, mais je sais que ça se fait. OK. Deuxième question, c'est côté de pré-traitement des images radar. Est-ce qu'on a toutes les fonctions pour la partie pré-traitement? Je sais qu'en Google Earth Engine, on a les images plus ou moins brutes. Et c'est ça, je voudrais savoir est-ce qu'il y a tous les outils là pour faire un pré-traitement Franchement, je n'ai pas consulté cette partie. Je sais qu'on a accès aux données Sentinel-1, par exemple, pour radar. Mais au niveau outils, je n'ai vraiment pas consulté ça. Il faudra voir au niveau de la documentation. OK, merci. Je t'en prie. Okay. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein? Non? Je pense que c'est bon. On va aller manger un peu. Très bien. Merci à vous tous. Parfait, merci à tous. Merci à Mirouche. Merci Très bien, merci beaucoup. Et puis pour merci à Yacine qui parlait en dessous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est professeur au département de géomatique appliquée et directeur au fait du postdoc aussi de Amirouche Ben Chalal. Alors, pour toutes les bonnes volontés, parce que nous sommes dans un programme, mais en réalité, on a besoin de vos expertises. Donc, ceux qui ont des connaissances, par exemple, dans Google Earth Engine, peuvent aussi partager leur expertise. Alors, c'est un travail de bénévolat. Ce qu'on essaie de faire, c'est une communauté d'échange. Hein? Donc, c'est surtout ça aussi. C'est très important. Alors, donc, merci beaucoup à vous tous. Et je laisse la parole à Nicolas. Ah, c'est ça. Fait qu'avec les courriels de connexion pour le webinaire ici, vous avez reçu un formulaire d'inscription pour les ateliers. Et que ceux qui veulent participer aux ateliers, on a déjà proche de 60 inscriptions là. Fait que ceux qui veulent participer aux ateliers, inscrivez-vous, comme ça j'aurai vos courriels et puis je pourrai vous envoyer toutes les informations de connexion et les documents nécessaires. Et puis avec ce programme-là, le programme DOTS, on va avoir à peu près normalement 2 formations de ce genre-là par session pendant la durée du programme. Fait que vous recevrez au fur et à mesure aussi toutes les informations à mesure que les prochaines formations s'en viendront. Donc, oui, Amirouche. Moi, j'aimerais juste ajouter, moi, je reste à la disponibilité de ceux qui ont participé. Si je peux répondre à d'autres questions par rapport aux ateliers ou par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, là, ça me fera plaisir. Et puis, s'il y a des questions que je ne connais pas, je vais m'investir pour leur répondre. Elles sont les bienvenues. Super, merci beaucoup. Merci à Mirouche et merci à tous. À la prochaine. Salut. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.